Bonjour. C'est assez difficile de parler maintenant de procès. Après cette série d'interventions riches cliniquement, exposant des configurations très diverses, les mères, les enfants, les retrouvailles, la disparition, le décès, etc., etc. Alors vous allez me dire, que vient faire dans tout cela le procès? Alors c'est vrai que les procès Nuremberg, le procès Eichmann, ont marqué quand même la mémoire collective, mais c'était surtout focalisé sur les accusés. Les criminels nazis à Nuremberg, Eichmann à Jérusalem, d'autres procès en Allemagne par exemple, mais les victimes étaient pas reléguées au second plan, tout au moins dans la restitution médiatique qui en était faite, et il aura fallu attendre effectivement le procès Barbie pour que la place, la parole des victimes et de certaines victimes, et en particulier des mères, puisse se développer, puisse être véritablement entendue. Alors, c'est vrai que, historiquement, un procès d'assises, c'est quand même le procès d'un accusé. Et pendant longtemps, les familles étaient reléguées un peu au second plan. Et peu à peu, depuis 30, 40 ans, leur place, vous vous en avez rendu compte dans les comptes rendus médiatiques, se fait de plus en plus importante, même parfois pressante, voire très pressante, ce qui, aux yeux de certains magistrats, pose question. Il n'en reste pas moins que actuellement, la place des victimes dans un procès d'assises est tout à fait bien établie et qu'un équilibre entre la parole des victimes, cette place, et ce qui doit relever de l'accusation et de ce qui est reproché à l'accusé et de la sanction doit aboutir à un certain équilibre. Ces victimes viennent témoigner. Alors, le témoignage, c'est intéressant quand même de centrer un peu sur la signification du terme témoigner. Régine Weintrater, dans son ouvrage Sortir du génocide, témoignage et survivance, justement, écrit, développe longuement toutes les situations où il y a une relation entre le témoin et ce qu'elle appelle celui qui reçoit le témoignage, le témoigneur. Je ne sais pas si c'est elle qui a inventé le terme, mais enfin, c'est comme ça qu'elle nomme le dépositaire de la parole du témoin. Elle en décrit toutes les difficultés, toutes les différentes situations, les limites aussi que ce témoigneur peut ressentir à certains moments du témoignage. Elle souligne également que, étymologiquement, historiquement, le terme de témoignage a une origine juridique. C'est intéressant, puisqu'il est souvent délivré dans le but de témoigner d'un événement pour que justice soit rendue. Et le témoignage ne se séparera jamais vraiment de cette première attache au judiciaire. Témoigner, c'est toujours comme déposer sous serment à la barre. Ce n'est pas seulement raconter, mais s'engager et engager son récit devant les autres. Et elle évoque aussi le fait que la tradition juive enjoint à quiconque est témoin de quelque chose ou en a connaissance de témoigner.
Le lien entre témoignage et transmission est ainsi indiqué clairement dans cette allusion. Alors, le cadre judiciaire, c'est aussi un témoignaire, mais c'est un témoignaire à plusieurs personnes. C'est un témoignaire qui comprend des jurés, qui comprend les hommes du droit, les magistrats, les avocats, qui comprend évidemment l'accusé, il ne faut pas l'oublier, même quand il est absent, comme ça s'est produit au 3e jour du procès Barbie. Et c'est aussi témoigner devant les médias, le public présent dans la salle, etc., etc. Bref, il y a une diffraction du témoignage très importante et qui diffère du témoignage dans une relation singulière telle que Régine Weintrater, mais également les intervenantes précédentes ont pu nous en décrire les différents éléments. Ce témoignage est objet de débats, parfois de remise en cause, confronté à des pièces du dossier, mais il contribue au travail de mémoire. Je pense que tout le monde est bien d'accord, on ne parle plus de devoir de mémoire à proprement parler, mais du travail de mémoire qui impose une diversité des témoignages qui rend plus complexe la fluidité de ces témoignages, mais qui peut permettre, une fois surmonté une phase d'inhibition, un récit approchant au plus près de la réalité factuelle et la dimension émotionnelle grâce à ce cadre contenant que représente l'enceinte judiciaire. Alors, j'évoquais le problème de l'accusé, parce que quelque part, il est quand même toujours présent, même quand il est absent. Eichmann était présent à son procès, les accusés de Nuremberg aussi, Barbie ne l'a pas été. Il semble que ce soit essentiellement sous l'effet de la volonté de son avocat qui voulait un peu capter toute la lumière du procès et reléguer le personnage, la personne physique de Barbie, je dirais, au deuxième plan et faire en sorte qu'il ne gêne pas, il ne vienne pas entraver le déploiement de ses plaidoiries, de ses interventions. Mais alors, ça donnait lieu à un grand débat lorsque Barbie a décidé de s'absenter. La plupart des parties civiles, finalement, ont pensé que ça permettait, facilitait le témoignage, se sentant moins sous l'emprise du regard du bourreau, n'est-ce pas, du persécuteur. Certes, je crois qu'en effet, ça jouait un rôle. Il n'empêche que ça aurait peut-être été important que l'accusé, Barbie en l'occurrence, puisse entendre le cri de ses mères. Je ne sais pas si ça aurait pu avoir un effet sur son fonctionnement psychique, en réalité, je pense que ça aurait glissé. Mais ça aurait quand même été peut-être une opportunité d'essayer de faire bouger quelque chose. Bon, je referme cette parenthèse. Dans le douloureux cheminement depuis la disparition de l'enfant, quel rôle peut revêtir un procès, plus de 40 ans après, sur le processus d'un deuil aussi difficile? Car être victime, c'est voir entrer la barbarie par effraction dans son existence et dans le même temps accepter une réponse procédurale qui soit à la hauteur des enjeux civilisationnels, réponse qui peut parfois rester insuffisante, voire inadaptée dans le cadre de l'aide à ces victimes, d'où le risque, lorsque ça se passe mal pour elles, d'une seconde victimation. Or, être victime 2 fois, c'est quand même pas le but recherché par la justice.
D'autant plus que le témoignage de ces mères lors du procès sont précédés d'une longue période d'instruction, déjà éprouvante, et qui implique une reviviscence des circonstances de la séparation du ou des enfants, du sort qui leur a été réservé depuis le convoi, où beaucoup sont déjà décédés, à l'arrivée, l'extermination rapide. Pour des enfants un peu plus âgés, le fait de pouvoir être l'objet d'expérimentation médicale, on n'a pas évoqué cette configuration, mais c'est quand même là aussi un des actes tout à fait terrifiants des nazis, qui se livraient à ces expérimentations chez les jumeaux, par exemple, et puis également chez les mères. Les mères, ils faisaient des études sur la stérilisation. Et là encore, c'était une manière d'interrompre leur possibilité de donner la vie par la suite. Et c'est tout cela au prix de souffrances considérables. L'attente des retrouvailles, qui n'eurent, sauf exception, très rarement lieu. Et alors, là encore, on touche un sentiment de culpabilité, plus ou moins conscient, de n'avoir pu protéger pour ses mères l'enfant, alors que c'était une préoccupation constante, on l'a déjà bien évoqué ce matin, de leur assurer, le cas échéant, un refuge réputé sûr, comme par exemple la colonie d'Isieux, ou chez les enfants cachés, qui, heureusement, pour la plupart, ont pu échapper aux rafles et aux sorts funestes. La reconnaissance juridique et la reconnaissance psychologique de la parole de la victime sont deux choses différentes, elles sont complémentaires, mais en même temps, elles interfèrent l'une avec l'autre. Le procès a quand même l'immense avantage de pouvoir bien marquer la place de la victime et la place de l'agresseur, du bourreau. Parce que souvent, il y a dans l'esprit de certaines victimes des troubles, des impressions, des confusions qui rejoignent un petit peu cette culpabilité dont j'ai parlé. Et il est important que soit tranché au moment du jugement, au moment du procès, cette ambiguïté. Alors, arrive le moment de la déposition en cour d'assises, un moment un peu solennel dans cette enceinte dont je parlais tout à l'heure, et il faut que ces victimes soient préparées. Et je pense que parmi les personnes qui sont les plus désignées pour les préparer à cette déposition, c'est l'avocat. On en parlait hier avec Serge Klarsfeld. Je pense qu'en effet, l'avocat qui a bien saisi son rôle auprès de ce qu'on appelle son client, enfin la victime, est celui de l'accompagner. Oh, certes, il n'est pas spécialiste psychologue, mais sa fonction lui confère une mission d'accompagnement tout à fait essentielle. Alors, ça ne suffit évidemment pas dans pas mal de situations, car au moment du procès, que ce soit avant la déposition, que ce soit après la déposition, il y a des phénomènes de réviviscence, peur, angoisse, malaise qui sont parfois exprimés, et Laurence tout à l'heure parlera
du rôle qu'elle a pu avoir auprès de certaines mères qui ont déposé lors du procès Barbie. Et là, effectivement, la place et l'accompagnement par un psychologue peut être tout à fait importante pour aider ces victimes à pouvoir passer cette épreuve, car c'est une véritable épreuve. C'est une véritable épreuve et il faut qu'elle soit dans les meilleures conditions pour que ce qu'elles vont dire, que leurs paroles puissent avoir toute la portée nécessaire pour faire comprendre justement toute la souffrance, tout ce qui a pu se passer dans leur tête pendant toutes ces années. Et Dieu sait qu'il s'est écoulé beaucoup d'années au cours desquelles la souffrance a pu s'exprimer de différentes manières, que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan parfois somatique. Un des aspects de la cour d'assises, c'est aussi peut-être son aspect groupal, qui peut parfois aider, en particulier le fait d'être plusieurs maires qui peuvent échanger. Et il y a, par rapport à un témoignage singulier, dans une relation singulière, le fait que le groupe, qui peut avoir un impact impressionnant, peut-être parfois un peu négatif, inhibiteur, mais une fois dépassé cette impression, je pense que le déploiement de la parole de la victime peut se faire de manière plus assurée. En même temps qu'elle parle d'elle, ces mères victimes témoignent souvent au nom de toutes les autres, celles qui ont disparu avec leurs enfants, au point parfois de s'effacer devant ces dernières. L'acte judiciaire participe donc de la réparation des identités marquées par le déni, d'autant plus insupportable lorsque l'enfant est mort. Aussi est-ce un des objectifs majeurs du procès que de les aider à s'extirper de ce vécu intriquant le monde des vivants, celui des morts, empêchant souvent ces mères de vivre pour elles-mêmes. Françoise Sironi, psychologue qui a participé à des rencontres expertales avec des accusés, mais aussi avec des victimes, témoigne qu'en tant que psychothérapeute, du fait qu'il est bien plus difficile de travailler sur le deuil, la séparation du monde des vivants et de celui des morts, avec les patients lorsqu'il n'y a pas eu de procès. Ce dernier doit permettre, elle cite Antoine Garapon, à la victime de s'éprouver juridiquement l'égal de son bourreau. D'ailleurs, lorsque l'accusé est présent, les victimes guettent les réactions de l'accusé. Est-ce que par sa mimique, est-ce que par ses paroles, est-ce que par une émotion fugace, passagère peut-être, on va pouvoir sentir que quelque chose se passe chez lui. Bon, dans le cas de Barbie, évidemment, cela n'a pas été possible. Mais c'était comme si la possibilité d'une réhumanisation de l'accusé était pas indispensable, enfin, un élément contribuant à leur propre, à la réhumanisation globale de la situation. Un aspect qui a été également évoqué ce matin, c'est celui dans le parcours des mères après la Shoah, en dehors des enfants survivants de la fratrie, certaines ont donné naissance à d'autres enfants dans les années suivantes. Je pense par exemple à Simone Lagrange, qui a longuement témoigné, et qui a été déportée jeune, bien sûr, qui s'est mariée au retour,
et qui a eu plusieurs enfants, et qui témoigne justement de la dimension de retour à la vie, de cet état où elle a voulu à tout prix montrer que la vie était la plus forte. Il n'en reste pas moins que la dimension réparatrice et l'ouverture à la vie, qui ne saurait être sous-estimée, mais se pose la question de ce qui a pu ou non être transmis autour du deuil du ou des premiers enfants lorsque les mères ont perdu leur enfant dans la tourmente de la Shoah. De ce qui a pu être transmis aux autres enfants, il a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, le silence, plus ou moins important, qui les concerne, même si certains signes d'une souffrance mal éteinte chez la mère étaient perçus comme des indicateurs d'un secret douloureux à maintenir. Or, on connaît le rôle toxique de ces non-dits chez certains enfants qui sont atteints de troubles psychosomatiques inexpliqués. Là encore, le procès peut être un moment propice à une mise à plat mémorielle dont l'impact et le déploiement peuvent opportunément bénéficier d'une aide psychologique permettant de mieux assumer un véritable processus de réaffiliation. Ce terme a déjà été évoqué, mais ça me paraît essentiel, parce que c'est là où le cœur de l'idéologie nazie a essayé par une brutale rupture généalogique planifiée, d'éliminer, d'anéantir, de faire disparaître à jamais les Juifs. Or, cette réaffiliation est tout à fait essentielle et le procès peut y contribuer. Le gendre, d'ailleurs, parlait de la conception bouchère de la filiation chez les nazis, soulignant combien, effectivement, toute la dimension symbolique de la transmission de la vie était complètement sortie de leur champ conceptuel, si tant est qu'on puisse parler de champ conceptuel en matière de nazisme. Bon, là, on a parlé surtout de la Shoah, mais il ne faudrait pas oublier, hélas, 3 fois hélas, que des situations extrêmement traumatiques, cruelles pour des mères, des femmes, ont pu se produire au cours d'événements à dimension génocidaire depuis la Shoah. Pensons par exemple à l'ex-Yougoslavie, où des femmes ont été violées, pas seulement pour le viol stricto sensu, mais pour leur faire engendrer des enfants qui soient celles du vainqueur, celles de l'agresseur. En l'occurrence, c'était les Serbes. Que l'on pense au Rwanda, à ces mères torturées, violées devant leurs enfants. Et Hatzfeld a bien décrit toutes ces séquelles, ces problèmes psychologiques très douloureux qu'il faut prendre en charge, tenter de prendre en charge. Et le procès peut être un moment effectivement privilégié pour mettre au clair, pour dénoncer toutes ces atteintes au corps de la mère, instrumentalisées de manière tout à fait cruelle. Au total, le procès, même longtemps différé, sera toujours un moment privilégié pour commencer ou prolonger ce travail de deuil et de mémoire. Alors, le débat entre mémoire, histoire, justice, est-ce que l'histoire, finalement,
l'historien doit s'appuyer sur ses travaux propres de scientifiques, bien sûr, mais également sur des débats judiciaires, sur le phénomène de la mémoire. Est-ce que la mémoire, finalement, elle n'est pas le fin mot au-delà de l'histoire? C'est un débat qui mérite d'être ouvert. Mais enfin, c'est pas aujourd'hui qu'on peut le régler. En tout cas, il est quand même important de souligner que le rôle du procès, certes, est fondamental. Il n'en reste pas moins que dans le domaine de ces enfants, de ces enfants morts errants, le terme a été utilisé tout à l'heure, il est important de pouvoir leur redonner une vie. Et je voudrais rendre hommage au travail pionnier qu'a fait Serge Klarsfeld en retrouvant les biographies, en retrouvant les photographies et en les inscrivant dans ce mémorial de la Shoah. Et c'est une manière, je pense, qui complète beaucoup le rôle des procès. Alors, je sais qu'actuellement, c'est une démarche qui est élargie dans d'autres pays. Il n'en reste pas moins que le caractère pionnier de ce travail fondamental relève de son initiative. Voilà.